Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste marché pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 1er décembre 2020. Nous allons faire un point sur un mois de novembre historique, les avancées sur les vaccins, de nombreuses opportunités sur le marché action et un point sur la macro. Bienvenue pour notre émission et sans plus attendre, lançons-nous dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Donc, vous voici dans les marchés en action et je vous rappelle que tous les matins sur le site Zone Bourse, vous pouvez retrouver le Morning Meeting avec Anthony Bondin et vous pouvez également retrouver Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac. Au sommaire de cette émission, nous avons dans un premier temps un focus marché pour voir quels ont été les grands développements, les grands décalages, puis nous parlerons de quelques actualités actions, des actualités économiques, d'un top flop macroéconomique, et ensuite nous passerons dans un deuxième temps sur la plateforme ProRealTime pour regarder les graphiques de vos actions préférées. Alors, le focus marché. Nous y voilà. Le Dow Jones a réalisé son meilleur mois depuis 1987 en novembre, plus 12% de performance. Le Dow Jones a été bien évidemment soutenu par l'élection de Joe Biden, mais surtout par les avancées en termes de vaccins contre le Covid, notamment celui de Pfizer puis celui de Moderna. Le CAC 40 qui a gagné près de 20% par rapport à ses plus bas du mois de novembre, eh bien, il arrive sur les 5600 points, une zone de résistance, une zone à partir de laquelle certains prennent des bénéfices. Nous faisons une sorte de pause, de latéralisation qui fait du bien. Attention au rebond des pires élèves. J'entends par là des dossiers de mauvaise qualité qui parfois rebondissent avec des performances assez attrayantes. Néanmoins, lorsque ce sont, après les bons élèves, après les moyens élèves, lorsque ce sont les pires élèves qui rebondissent, eh bien, c'est souvent synonyme d'euphorie. On verra d'ailleurs plusieurs cas de dossiers qui ont rebondi mais qui ne sont pas particulièrement qualitatifs dans la liste du jour. Les opérateurs sont donc passés depuis à peu près une semaine d'optimistes à un petit peu euphoriques, ou presque, nous faisant redouter une respiration sous des résistances de taille, et notamment sur des valeurs value, des valeurs qui étaient impactées par le Covid. Je pense notamment à Airbus, à Vinci ou encore à ADP. Ce sont des valeurs qui sont passées en quelques séances, en l'espace de 10 jours, de supports majeurs à des résistances majeures, et on assiste donc à des stabilisations, à des prises de bénéfices sur ces dossiers. Rappelons que l'optimisme est justifié par les dépôts de demandes d'autorisation des vaccins contre le Covid. Moderna notamment affiche désormais 94,1% de réussite et va faire sa demande en Europe, en Suisse, aux États-Unis pour la mise sur le marché de son vaccin. Et nous avons également des espoirs d'un soutien supplémentaire de la BCE qui pourrait ajouter 500 milliards à son programme d'aide spéciale pour la pandémie, programme qui était jusqu'ici de 1350 milliards et qui pourrait passer selon UBS à 1850 milliards. Que ce soit l'autorisation de vaccin de Moderna ou la BCE, on attend ces rendez-vous autour du 10 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Nous pourrions donc avoir une sorte de période de flottement, de latéralisation, de prise de bénéfices sur certains dossiers. Et si effectivement la BCE devait afficher un soutien supplémentaire et qu'en plus
eh bien, les autorisations de vaccins, de mise sur le marché de ces vaccins étaient données, eh bien, nous pourrions effectivement avoir un élan supplémentaire par la suite pour peut-être finir l'année en beauté. On notera parallèlement à cela que l'or casse ses supports un à un. Après les 1820 $, la MM200 jours, qui est une moyenne mobile d'importance, a été attaquée. Il convient peut-être d'être un petit peu patient sur l'or, qui n'aime pas particulièrement lorsque les grands laboratoires font des avancées sur les vaccins, comme nous le verrons par la suite. Nouveau record en clôture mensuelle pour le Bitcoin qui frôle les 20 000 $ et qui reste particulièrement soutenu. Le pétrole, quant à lui, est sorti par le haut de son range dans lequel il était depuis des mois. Mais attendons la fin des négociations des pays producteurs dont le plan initial était de réaugmenter la production au mois de janvier. Effectivement, les producteurs vont revenir potentiellement sur cette augmentation de production, étant donné que nous avons eu une deuxième vague de Covid. Mais je pense que les cours du pétrole attendent la fin de ces négociations pour potentiellement reprendre leur marche en avant. Et puis on notera pour finir des ombres au tableau avec le Brexit. Nous aurons un sommet européen à ce sujet le 11 et le 12 décembre. Et puis le shutdown US. Qui sera effectivement à suivre en fin d'année. On va se mettre rapidement sur les graphiques. Je vous montre donc l'environnement de marché dans lequel nous sommes. Toujours le même que la semaine précédente et encore celle d'avant. Nous avons un marché haussier qui est soutenu. On a gagné 20% sur le CAC 40 en l'espace d'un mois à peu près. On a réussi à se stabiliser au-dessus des 5450-5500 points. Tant qu'on est au-dessus de ces bornes, tant qu'on évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on peut dire qu'on est dans un marché soutenu, haussier, et donc un marché qui permet des opportunités. Il n'y a pas de peur, pas de risque, pas de cassure pour le moment. On va regarder également l'or, que voici. Donc l'or qui a cassé les 1850, les 1820, la moyenne mobile à 200 périodes. Point positif à court terme, l'or est venu se poser sur le bas de son canal baissier, ici vers 1775 $. Il est un petit peu tôt pour crier victoire. Juste sous nos pieds, on a une grosse zone de soutien à 1750 $. Est-ce qu'on ira la chercher ou non? Pour l'instant, il est trop tôt pour parler de retournement. Je surveille ces zones et nous verrons dans les semaines à venir ce qu'il s'y passe. Nous pouvons regarder également le Bitcoin qui fait un parcours absolument incroyable. Le Bitcoin qui est passé de 5 000 $ au mois de mars pendant le Covid à près de 20 000 $ lors de la séance d'hier. Et si on regarde le graphique en données hebdomadaires, voici ce que cela donne sur les dernières années. Et donc vous voyez, nous sommes dans une hausse ici absolument extrêmement puissante. On vient d'atteindre un objectif majeur sous lequel des prises de bénéfices ont été réalisées et nous verrons dans les séances, dans les semaines qui viennent, si justement ce plus haut historique venait à être dépassé. Et puis on finira avec les cours du pétrole. Donc les cours du pétrole qui étaient dans un range depuis plusieurs mois et qui ont réussi à s'en extraire par le haut, démontrant eh bien, une positive attitude de la part des opérateurs qui dit fin du Covid grâce au vaccin, dit reprise économique, dit consommation de pétrole, et c'est ce qui a permis justement au cours du pétrole WTI de sortir de cette zone de prix. Et nous verrons si les producteurs de pétrole arrivent à se mettre d'accord et si cela permet au cours de continuer d'être particulièrement soutenu. Je ne pense pas qu'on va aller en ligne droite si facilement que ça en direction des 55-60 $, objectif que je me suis fixé pour l'année 2021. Néanmoins, voilà, il faut avoir en tête que les cours du pétrole sont soutenus et sont pour le moment haussiers. On peut jeter un œil également sur la paire euro-dollar. La paire euro-dollar qui évolue dans un range et qui essaye d'en sortir par le haut. Alors on va quand même mettre le range ici avec la borne haute à 1,20, 1,2015. Donc vous voyez, l'euro est contenu dans cette zone de prix. Par contre, s'il arrive à s'en échapper, eh bien une nouvelle vague haussière pourrait naître.
On repasse sur notre présentation. Vous avez globalement les grands changements, les grands mouvements qui se sont passés ces derniers temps et leur justification. Et on va continuer avec ici les variations du lundi 31 novembre. Donc hier, c'était une séance un petit peu particulière. Le 31 novembre, dernière séance du mois. On a eu, je dirais, des positions qui ont été débouclées en fin de mois. C'est pour ça qu'on a eu des prises de bénéfices assez fortes, que ce soit sur le luxe, les valeurs industrielles, l'énergie. Mais aujourd'hui, 1er décembre, le CAC 40 gagne 0,7% et semble se stabiliser, donc plus de peur que de mal. C'était de simples mouvements dus à la clôture mensuelle. Sans plus attendre, on passe à quelques actualités sur le marché action. Virgin Galactic, un des dossiers que j'adore aux États-Unis. Donc Virgin Galactic et Marston Space System ont été sélectionnés par la NASA afin de participer au Flight Opportunities Program du centre d'Edwards en Californie. Donc le titre reste particulièrement entouré ces dernières semaines, ces dernières séances, et il est encore attendu en hausse de plus de 6% cet après-midi. Navia, le spécialiste dans les systèmes de conduite autonome, a annoncé les nominations de Jean-Marc Janaillac et Pierre Lahut à sa direction. Monsieur Janaillac, d'ailleurs, fut PDG d'Air France de 2016 à 2018, et je pose la question: serait-il là pour faciliter la mise en place de navettes autonomes dans les aéroports? Concernant Tesla, dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, puisque Tesla va intégrer l'indice S&P 500, eh bien Tesla a inscrit un nouveau record historique à 600 $, soit 50% de hausse depuis l'annonce de l'entrée du spécialiste des véhicules électriques dans le S&P 500. Entrée au S&P 500 qui va être particulière étant donné le poids de Tesla. L'introduction pourrait donc se faire sur l'espace de 2 séances. Et puis Moderna, dont je vous ai parlé au début de cette émission, eh bien, tandis que les autorités sanitaires aux États-Unis et en Europe doivent réceptionner lundi des demandes de mise sur le marché en urgence pour son vaccin expérimental contre le Covid, Moderna prévoit également de fournir dans les prochains jours les mêmes données aux autorités helvétiques. Et le titre s'est envolé ces derniers temps. Je vais quand même vous montrer ce que cela donne graphiquement parce que c'est impressionnant. Voici ce que cela donne. Moderna aux États-Unis qui est passé ces dernières semaines de 70 $ à 152 $. On a donc l'impression, une claire, nette impression que le marché y croit dur comme fer. Voilà, peut-être que les vaccins ont été développés très rapidement, c'est peut-être une première historique, certains sont dubitatifs, le marché lui ne l'est pas et semble vouloir y croire, ce qui explique justement ce soutien inconditionnel aux indices boursiers. On passe aux actualités économiques avec quelques statistiques. En Chine, les PMI manufacturiers et non manufacturiers sont tous deux ressortis supérieurs aux attentes et en hausse pour le 8e mois d'affilée. Ces chiffres montrent à quel point la Chine s'est remise de la crise du Covid et tire de nouveau la croissance mondiale. On attend une croissance positive en 2020 en Chine. Ce sera un des rares endroits de la planète où on aura de la croissance. On attend également la Chine au tournant en 2021 avec une croissance qui varie selon les estimations entre 6 et 8%. Au niveau des consommateurs, que ce soit en France ou aux États-Unis, les dépenses des consommateurs seront ressorties en hausse et supérieures aux attentes la semaine passée. Malgré des taux de chômage plus élevés, malgré la crise du Covid, eh bien on notera que les consommateurs continuent de dépenser, permettant à la machine économique de continuer de tourner. Cette semaine au calendrier, on va dire que c'est une semaine normale par rapport aux semaines qui étaient précédentes, qui étaient très légères en termes de statistiques. Aux États-Unis, on suivra comme toutes les semaines les stocks de pétrole, mercredi à 16h30, puis les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi à 14h30, suivi par l'ISM des services à 16h. On notera le NFP vendredi à 14h30, ce sont les chiffres mensuels du chômage américain. NFP signifie Non-Farm Payroll et ce sera un chiffre qui pourrait engendrer de la volatilité en cette fin de semaine. En Europe, on notera les ventes au détail en Allemagne, mercredi à 8h
et les PMI des services en Europe jeudi matin. Et on arrive après 15 minutes d'émission au top flop. Vous voyez, j'essaye de mettre un rythme assez soutenu. J'espère que ça vous plaira. Vous pourrez me faire vos retours par la suite. J'essaye d'aller droit à l'essentiel. Alors, dans le top flop du jour, comme d'habitude, on regarde des graphiques sur les marchés, sur la macro. À gauche, vous avez la capitalisation boursière mondiale qui inscrit un nouveau record à 98 710 000 milliards de dollars. Voilà, on a gagné plus de 50% depuis les plus bas du mois de mars. C'est un des rallyes haussiers les plus puissants de toute l'histoire. Vous voyez que sur les 10 dernières années, on est dans un rythme de croissance constant. Dès qu'on va un peu trop vite, un peu trop, on consolide. Mais globalement, vous voyez qu'on tourne autour d'un axe haussier que l'on vient de dépasser. C'est pour ça qu'on parle désormais d'un petit peu d'optimisme ou d'euphorie, puisqu'on approche des 100 000 milliards de dollars. Et que parallèlement à ça, les conditions financières sont au plus bas, alors que les indices sont au plus haut. Le gap s'agrandit donc entre l'économie réelle et les marchés financiers, mais je vous rappelle que ce différentiel est pour le moment pallié par l'omniprésence des banquiers centraux, des banques centrales qui injectent des milliers de milliards dans des proportions jamais connues de toute l'histoire des marchés financiers. Ensuite, un top flop sur la notion de value et de growth. Alors, hop. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une action value, vous pouvez taper sur Google et vous pouvez taper Action Value Zone Bourse et vous pourrez retrouver des articles sur les actions value justement. Donc, et vous avez différents articles. Vous avez aussi une vidéo, comment sélectionner les valeurs décotées, qui a été faite ici par Jordan Duffy. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des recherches lorsque vous ne connaissez pas un terme et vous avez très souvent des explications sur le site de Zone Bourse. Donc ici à gauche, vous avez un graphique qui montre que la proportion de gérants qui pensent que les valeurs value pourraient surperformer les valeurs de croissance s'agrandit. Donc les gérants croient de nouveau au retour des valeurs value au niveau et au retour des valeurs cycliques. Donc c'est à surveiller. Elles ont rebondi ces dernières semaines, mais peut-être qu'il reste encore de la marge. Et puis ici à droite, je vous ai mis le retour de la value au point d'interrogation. En fait ici vous avez les valeurs value en bleu sur le graphique, vous avez les valeurs de croissance en jaune et vous voyez que le différentiel entre les deux est énorme. Donc le ratio value growth lui est ici en rouge, il est tout en bas et il peine et il s'est à peine retourné, ce qui laisse entendre effectivement que si cette thématique continue d'être bien perçu par les gérants, eh bien peut-être que c'est pas fini donc sur les valeurs value au niveau de la reprise. Ensuite à gauche, ici je vous ai mis une représentation de l'indice CNN Money Fear and Greed Index. Le Fear and Greed, ça veut dire peur et avidité. En fait, c'est un indicateur qui est fourni par CNN Money sur la base de nombreux critères techniques, sentiments de marché. Et lorsque cet indicateur est sur les plus bas, c'est qu'il y a de la peur et généralement c'est qu'il faut acheter. Et lorsque cet indicateur est extrêmement haut, c'est qu'il y a de l'optimisme, voire de l'euphorie et qu'il faut de nouveau prudence garder. Ici à droite, vous avez un graphique de l'activité en Europe, que ce soit au niveau des services ou du secteur manufacturier. C'est le PMI de la zone euro. Et vous voyez qu'après un très fort rebond, la fameuse reprise en V, eh bien de nouveau les chiffres se détériorent et sont en contraction à cause notamment de la seconde vague de Covid. De nouveau à gauche ici l'indice peur et avidité de CNN Money avec une autre représentation sous la forme d'une jauge. Et donc vous voyez lorsqu'on est entre 0 et 20, c'est qu'on est dans la peur. Lorsque l'on est au-dessus de 85-90, c'est qu'on est dans l'avidité, voire l'extrême avidité.
Je crois qu'on avait fait un record en début d'année à 98 points, donc il reste encore un petit peu de marge. Simplement, plus on monte dans les tours, plus on peut avoir un retour de bâton. Donc plus il faut être prudent, ça veut dire savoir aussi prendre des bénéfices, remonter ses stops de protection, savoir encaisser sur certaines positions. Ici, à droite, je voulais vous montrer la relation entre les vaccins et l'or. À chaque fois en fait que une société américaine, une société pharma a déclaré avoir un vaccin plus ou moins performant, et bien l'or en a pâti, que ce soit avec Pfizer, avec Moderna, avec AstraZeneca. Donc comme nous l'avons vu au début de cette émission, l'or tente de se stabiliser sur le bas de son canal. Il sera intéressant de voir la réaction des cours de l'or si le vaccin de Moderna venait à être validé par les autorités. Est-ce qu'à ce moment-là, l'or va de nouveau en pâtir et aller chercher des zones un peu plus bas, 1770, 1750 $, ou est-ce qu'au contraire, les nouvelles concernant les vaccins sont digérées et même si Moderna sort son vaccin, est-ce que l'or à ce moment-là va baisser ? En tous les cas, la réaction du métal jaune sera importante pour la suite. Et pour l'instant, vous en conviendrez, tant qu'on attend un potentiel vaccin, mieux vaut ne pas forcer à l'achat sur les cours de l'or qui pâtissent justement des nouvelles à ce sujet. Et puis pour finir, un graphique à gauche qui est représentatif de ce qui se passe sur le monde des crypto-monnaies. Pour ma part, peut-être que vous l'avez constaté si vous me suivez depuis plusieurs mois, plusieurs années, j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule sur les crypto-monnaies en fin d'année dernière, au début de cette année. Lorsqu'on a eu la baisse du Bitcoin sur les 5000 $ au mois de mars avec le Covid et que par la suite les cours sont nettement repartis à la hausse, eh bien j'ai fait le choix d'être positif, d'être haussier à moyen et à long terme sur les crypto-monnaies. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au fil de mes rencontres avec des professionnels de ce secteur, j'ai compris que on allait devoir composer avec une nouvelle classe d'actifs à l'avenir. Le Bitcoin est là pour rester. Vous pouvez voir sur ce graphique en fait le nombre d'adresses à travers le monde qui détiennent du Bitcoin. Et on est désormais à 18 millions d'adresses à travers le monde qui ont au moins 10 $ de Bitcoin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une démocratisation du Bitcoin et des crypto-monnaies. On a de plus en plus de sociétés qui investissent, de fonds d'investissement qui achètent du Bitcoin. Il y a des sociétés américaines qui ont même placé leur trésorerie en Bitcoin. PayPal a accepté les paiements en Bitcoin et depuis plusieurs semaines, eh bien, le Bitcoin fait sa vie et sa vie, il l'a fait très rapidement et à la hausse. Donc voilà, c'est à prendre en considération. Et puis pour finir à droite, des sorties en or massif, c'est un jeu de mots, puisque nous avons connu la semaine dernière, ou c'était la semaine précédente peut-être, les plus fortes sorties de capitaux sur les marchés de l'or. Alors c'est ça qui est... C'est comme... Je ne sais pas si on est en train de vivre une nouvelle époque, mais... Vous noterez que les investisseurs sortent massivement de l'or et que certains rentrent massivement sur le Bitcoin. Est-il en train d'avoir un système de vase communicant entre les deux ? Il y a quelques années, on aurait pu dire que et le Bitcoin et l'or étaient des actifs refuges que les opérateurs achetaient s'ils pensaient qu'on allait avoir des déboires en économie ou sur les marchés financiers. Là, on a un phénomène de décorrélation complète entre les deux. On a un Bitcoin qui monte fortement et l'or qui est complètement délaissé. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette émission, à l'analyse graphique. Je vous rappelle donc que vous pouvez suivre tous les matins Anthony Bondin sur le Morning Meeting sur Zone Bourse, puis Roxane dans Planète Bourse. Me concernant, donc, c'est l'émission hebdomadaire Les Marchés en Action. Je vais vous afficher la liste des actions que nous allons regarder ensemble dans quelques instants et j'en profite pour me servir un petit café. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi il n'y a pas de musique classique dans l'émission du jour, c'est parce que j'ai fait l'acquisition d'un superbe nouveau micro Rode pour pouvoir enregistrer cette émission et que j'ai préféré couper les enceintes pour qu'il n'y ait
aucune saturation, aucune onde négative, et que ceux qui voulaient que je change de micro puissent me dire que j'ai bien fait. À tout de suite. Ah, ce doux bruit de la Nespresso. Allez, on continue. On essaye d'être dynamique pour que vous n'ayez pas 2 heures d'émission à regarder. Donc le 440 toujours, haussier, soutenu. Alors, on va commencer. Alors, dans la liste des valeurs du jour, dedans, vous avez des valeurs que j'apprécie et dont j'ai parlé sur Twitter, comme Biomérieux. Vous avez des valeurs comme Danone où on attend un signal. Vous avez une valeur comme Euronext où j'ai rédigé une analyse. Vous avez une valeur comme Quadient où j'ai également rédigé une analyse. Sartorius, elle va avec Biomérieux. Veolia, c'est un contre-exemple puisque c'est une valeur qui ne m'intéresse pas. Edison Power, c'est un client qui me l'a donné. Galapagos, j'ai écrit dessus. Implenia, c'est aussi un client suisse qui m'a donné 2 valeurs suisses pour qu'on se diversifie un petit peu. JD, c'est une valeur américaine qui est fortement haussière. Dan Network, c'est une valeur espagnole qu'un trader m'a envoyée. Farming Group à Amsterdam. Equinox, on en a parlé récemment. Guillemot, j'ai fait une analyse dessus. Showroom privé, c'est un suivi. Et puis ensuite, ici à droite, j'ai choisi un peu de tout. Des valeurs que vous avez appréciées ces derniers temps, des valeurs dont je n'ai pas forcément voulu parler sur Twitter. Je pense notamment à des petites valeurs comme Enertime ou Neolife. Alors ce sont des valeurs qui ont fait des superbes parcours, bravo à ceux qui sont dessus. Néanmoins, vous comprenez bien que je ne peux pas parler de tous les dossiers, de tout ce qui monte, de tout ce qui bouge, et notamment de certains petits dossiers qui ne sont pas très liquides. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous étaient un petit peu déçus que certaines de ces actions s'envolent et que je n'ose pas en parler. Mais ça, c'est la déontologie qui oblige. Et ici, j'ai décidé d'en parler un petit peu parce que justement, elles arrivent sous résistance et que je voulais vous parler de certains critères techniques. Donc voilà, dans les spéculatives et dans les autres, j'ai mis un peu de tout, des valeurs que j'apprécie beaucoup et d'autres que j'apprécie beaucoup moins. Alors, sans plus attendre... Le but aussi d'avoir pris une liste aussi longue, parce que là on a 7 x 4, 28, 30, on a 35 valeurs, c'est si vous voulez à chaque valeur d'essayer de tirer un enseignement, d'essayer de tirer un fonctionnement, et que débutants comme traders avancés puissent jouir justement de ces petits points de détail, parfois des points techniques sur le money management ou autres, qui permettent de continuer d'apprendre et de s'améliorer, puisque en bourse, on continue d'apprendre tout au long de sa carrière, donc de sa vie. On commence par Biomérieux. Donc, il y a des gens qui ne comprenaient pas, si vous voulez, pourquoi Biomérieux était délaissé ces dernières semaines. Mais tout simplement... c'est ce rapport entre les valeurs qui étaient les plus soutenues depuis le début de l'année et les valeurs qui étaient délaissées. Biomérieux, si vous regardez, en 2019, forte hausse, en 2020, explosion des cours. C'est une des belles valeurs de l'année 2020. Et donc, si vous voulez, c'est une valeur sur laquelle il y avait beaucoup moins de potentiel de rebond que sur une valeur qui était délaissée comme par exemple ADP. ADP était sur ses plus bas annuels, donc quand il y a eu l'annonce du vaccin, eh bien certains opérateurs ont voulu acheter tout ce qui était bas pour pouvoir jouer des rebonds manifestes.
Biomérieux, elle, c'était l'inverse. Elle était sur ses plus hauts, elle était déjà haute, elle était à proximité de ses plus hauts annuels. Donc les opérateurs ont préféré la lâcher, sortir de ce dossier, pour mettre leur liquidité justement sur des dossiers qui avaient des potentiels de rebond plus forts. Donc là, vous voyez que Biomérieux est dans un range. Question intéressante d'un lecteur qui me disait: Nicolas, on peut constater qu'il y a une sorte de double top sur Biomérieux. N'as-tu pas peur que ce double top se matérialise et en cas de validation que l'on aille beaucoup plus bas? Ma réponse a été tout simplement oui, bien évidemment. Si on venait à casser ce qu'on appelle la ligne de coup, c'est-à-dire le support horizontal du double top, eh bien on pourrait avoir une forte chute. Mais tant qu'on n'a pas cassé la ligne de coup, ce n'est pas un double top validé, c'est un simple retour sur support. Donc en fait, c'est un range. Et on peut parler d'un triple creux comme on peut parler d'un double top. Vous voyez? Donc ce qui importe, c'est 1, la zone horizontale, et 2, surtout la tendance. Pourquoi ai-je privilégié un scénario haussier sur les 110 plutôt qu'un scénario baissier de double top? Eh bien tout simplement parce que trend is your friend, la tendance est votre ami, Biomérieux est foncièrement haussière sur le moyen long terme, donc tant que le support n'a pas cassé, on achète la zone de soutien avec un stop juste en dessous et on joue le rebond. Et pour ceux qui se sont placés pile poil sur la zone de support à 111, 112 ou même 114, en mettant un stop à 109, ça vous fait un stop de 2, 3, 4%. C'est très faible, c'est très petit, et ça vous permet de tenter d'être à l'achat sur Biomérieux en bas d'un range pour tenter de viser le milieu du range vers 126 €, voire le haut du range vers les 142 €. Danone. Alors Danone, effectivement, n'est pas à la fête ces derniers mois. On est dans une tendance baissière depuis le début de l'année 2020. Tendance baissière qui est matérialisable par une oblique de résistance qui passe par tous les plus hauts. Vous avez un point ici, 2 points ici, 3 points ici. On peut tracer des obliques avec 2 points en bourse, mais les puristes de l'analyse technique vous diront qu'il faut quand même 3 points pour que ce soit propre. C'est le cas ici. On voit que on a une zone horizontale de prix ici qui est très propre, sur les 54-55 €. Donc on a ici ce qu'on appelle un cluster. Un cluster, c'est une réunion de niveaux techniques trouvés par différentes méthodes. Alors ici, c'est principalement du chartisme, mais on a un niveau horizontal, plus une oblique baissière, plus la moyenne mobile à 100 séances. Donc que vous utilisiez les obliques, les niveaux horizontaux ou bien les moyennes mobiles, vous avez tous les trois types d'investisseurs potentiellement trouvé que les 54-55 € sont une résistance clé. Donc il faudra attendre l'éventuelle cassure des 55 € pour espérer un changement de tendance et donc un signal haussier sur le dossier Danone. Euronext, j'ai écrit une analyse dessus hier. Alors, je vais aller sur Zone Bourse pour vous remontrer où on trouve une analyse quand je dis que j'écris une analyse sur une valeur. Donc vous allez sur le site Zone Bourse, vous allez sur la fiche valeur Euronext et vous avez ici dans les dernières news timing opportun pour revenir à l'achat. Donc ça c'est la news que j'ai écrite hier. Et si vous descendez ici, vous avez une rubrique Trading Action et dedans vous pouvez retrouver donc mon analyse avec l'entrée, le stop, l'objectif, le potentiel, les points forts, les points faibles de la société. Alors j'ai eu quand même pas mal de gens qui m'ont dit c'est pas mal les analyses, par contre j'aimerais bien savoir quel est le stop ou l'objectif, etc. Tout est marqué, donc s'il vous plaît faites un effort de lire les choses comme il se doit. Donc Euronext, elle a consolidé ces derniers temps, elle est revenue sur une zone horizontale de prix, elle travaille sa moyenne mobile à 200 séances, dont vous savez sûrement que je l'affectionne, une moyenne mobile haussière de long terme. Donc on a une zone de soutien ici, on est dans un petit range à court terme, il faudrait réussir à casser l'AMM 20 jours et à accélérer au-dessus des 91 € pour pouvoir délivrer du potentiel en direction des 94-95 €. Alors j'ai mis 94 dans l'analyse, j'aurais aussi pu mettre les 100 ou les 105,
Simplement, j'essaye de faire des analyses de court terme, quitte à ce qu'après je fasse une mise à jour pour donner un objectif un peu plus intéressant. Et puis je me dis aussi que c'est pas mal parfois de savoir faire des analyses de court terme, de gagner 6, 8, 10, 15%, plutôt que de toujours faire des analyses dans lesquelles les potentiels sont énormes, comme certains sites ou journaux boursiers, parce que je trouve qu'on est dans des marchés qui sont quand même extrêmement volatiles, où on peut avoir des chocs de marché assez forts. Donc voilà, la visibilité nous manque un petit peu et parfois se fixer des objectifs un peu plus courts n'est pas une mauvaise chose. NeoEN. Alors NeoEN, je l'ai choisi pour deux raisons. La première raison, c'est pour dire que j'ai eu tort. Il est bon parfois de faire son introspection et d'expliquer en quoi on a eu tort. D'autant plus que je vous ai dit dans la précédente émission que NeoEN faisait partie de ma watchlist 2021. C'est quoi une watchlist? C'est en fait les dossiers que je préfère. Donc NeoEN, si vous ne connaissez pas, c'est un dossier à absolument découvrir. C'est un spécialiste tout simplement d'énergie renouvelable. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est très à la mode, hein, les green tech, les green energy. NeoEN est une des meilleures sociétés du secteur. Le site Masterbourse avait fait une superbe fiche valeur sur ce dossier. Donc j'adore NeoEN. Et je vous en ai parlé très souvent en 2020, dans toute la hausse. Simplement, une fois qu'on a atteint 50 €, j'ai senti qu'il y avait une sorte de palier de résistance et j'attendais une éventuelle consolidation pour pouvoir en parler sur des seuils de repli. Et lorsque NeoEN est arrivé ici à 44 €, j'attendais les 42, voire pourquoi pas un retour vers 41. Et en fait, on l'a jamais eu. Donc parfois, à vouloir optimiser le prix, on manque le train. Donc là-dessus, un mauvais point pour moi. Et puis la deuxième information que je voulais vous donner, c'était qu'elle était de retour sous résistance. J'ai quelqu'un hier qui me disait j'ai pas réussi à en avoir en bas du range, je vais l'acheter si elle arrive à casser par le haut. Alors je vous invite à éviter de faire la girouette. Si vous n'avez pas acheté à 44 et que vous le regrettez, n'achetez pas à 51 en vous forçant. Parce qu'après il manquerait plus que vous achetiez sur le plus haut puis qu'elle retombe et que là vous soyez clairement dégoûté du dossier. Elle est dans un range et elle peut très bien redescendre, revenir vers des zones de soutien. Vous voyez, on est dans un canal haussier de moyen long terme, c'est-à-dire que si ça se trouve elle n'a pas fini d'osciller à plat avant éventuellement par la suite de repartir à la hausse. Donc ne désespérons pas pour ceux qui n'en ont pas. Elle est dans un range, elle bute sur le haut de son range et peut-être qu'elle nous donnera la chance de revenir vers des supports avant d'éventuellement repartir, ce qui nous permettra une entrée optimum. Quadient, c'est l'ancien page jaune. On a eu des forts rebonds au mois de septembre, matérialisant un point bas. On a eu de très forts volumes la semaine passée, avec un fort signal haussier, une rupture ici violente des 13 € et de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc il y a du mieux sur ce dossier. Et j'ai rédigé une stratégie de trading sur le site Zone Bourse avec un point d'achat ici à 14,6 sur le comblement éventuel du gap qu'elle a sous ses pieds. Vous voyez ici, le 23 novembre, 24 novembre, elle a ouvert avec un gap haussier, puis elle a tenté d'accélérer. Et là, elle est en train de revenir vers son gap. Elle ne l'a pas comblé hier, mais j'ai bon espoir qu'elle latéralise un petit peu et puis qu'elle vienne gentiment combler son gap à 14,60, ce qui serait pour moi une entrée optimum pour pouvoir tenter une stratégie d'achat à 14,6 avec un stop, je crois, préconisé sous les 14 €. Et à noter aussi qu'on a rentré Quadient dans le fonds d'investissement Zone Bourse qui s'appelle Europa One. Ensuite, on passe à Sartorius. Alors, Sartorius et Biomérieux, j'ai tendance à dire qu'elles vont de pair. Elles ont eu très souvent des réactions qui étaient les mêmes, genre le lundi 9 novembre quand Pfizer a communiqué sur son vaccin, les deux se sont pris une grosse claque. Donc
C'est la même chose que Biomérieux en fait. Là où Biomérieux est revenu 3 fois sur le bas de son range, Sartorius, elle a continué de faire des plus bas de plus en plus haut. Ça veut dire qu'elle est encore plus haussière que Biomérieux, ce que vous pouvez voir quand on regarde le graphique depuis 2016. Donc ici, dossier très apprécié en 2020 par les investisseurs, qui est sur une tendance haussière. Lorsqu'on revient comme ça, donc sur une oblique de soutien, ça permet de pouvoir en acheter et de mettre le stop sous l'oblique. Elle vient de faire un rebond ici en 3-4 séances comme l'a fait Biomérieux et de toucher une petite résistance de court terme. Elle pourrait stabiliser un certain temps avant, espérons-le pour ceux qui sont à l'achat, de sortir par le haut. En tous les cas, ce qui est pratique aussi avec ces niveaux clés, c'est que vous savez exactement où mettre le stop, vous savez exactement où est-ce qu'il vaut mieux couper si un support casse, ce qui pourrait changer la donne. Et puis Veolia, alors pourquoi j'ai choisi Veolia? Sûrement parce qu'un lecteur me l'a demandé, mais aussi pour vous dire que il me semblait qu'il y avait mieux à faire. Voilà. Veolia, elle est toujours choquée par la baisse du Covid. Elle est dans un grand range en latéralisation entre 15 et 20. Elle est passée de 15 à 20 et puis il y a peut-être, vous voyez la résistance, elle est à 20,4. Donc voilà, si vous êtes à l'achat et tant que Veolia fait des plus bas de plus en plus haut, je peux comprendre qu'on se laisse courir en direction des 20,50, voire même qu'on ait l'espoir, pourquoi pas qu'à terme cette résistance passe et qu'on puisse aller plus haut, peut-être une fois le rachat des parts de Suez réalisé. Mais sinon, je trouve pas ça au cours actuel, en tous les cas, particulièrement attractif. On a bien rebondi, on n'est pas très loin du haut d'un range, donc le potentiel est limité. On est sur la moyenne mobile à 200 périodes. Bref, je préfère passer mon chemin. Ensuite, Edison Power. Donc là, je suis obligé de retourner sur Zone Bourse pour relire ma petite fiche pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises puisque je ne connaissais pas cette société encore hier. C'est un spécialiste de l'énergie solaire et des systèmes photovoltaïques en Europe. Donc ce n'est pas une valeur qui est très liquide, il n'y a pas énormément de volume. Mais quand même, les derniers jours, il y a 1000 actions échangées à 120 €, ça fait quand même une belle somme. Donc voilà, c'est un tout petit dossier, mais si vous voulez, parfois je trouve ça original que certains lecteurs aillent chercher comme ça des sociétés dans d'autres pays, des spécialistes. Toutes les valeurs dans les énergies renouvelables, les green energy, toutes les Albioma, Voltalia, Neo-EN en France ont été très soutenues. Mais il y a aussi des sociétés en Espagne, au Portugal, en Suisse qui sont intéressantes. Et donc vous voyez ici, on avait eu une baisse de 30% du titre ces derniers mois, une contraction dans un triangle, on est sorti par le haut de ce triangle, on a cassé la moyenne mobile à 200 périodes, donc potentiellement on est en train de redémarrer la tendance de fond qui est haussière. Et je remercie au passage la personne qui me les a soufflés. Galapagos, j'ai écrit aussi une analyse dessus, elle est cotée à Amsterdam. Donc c'est une grosse société biotechnologique, contrairement en France où on n'a que des petites biotech. En Belgique ou en Hollande, on peut avoir des grosses biotech. C'est le cas de Galapagos. Galapagos avait reçu une mauvaise communication de la part de la FDA, donc l'autorité des médicaments, de la mise sur le marché des médicaments aux États-Unis en août dernier, ce qui avait engendré un choc baissier sur le titre, mais ça ne fait que retarder l'échéance puisque la société va représenter ses résultats. Donc on est de nouveau sur une grosse zone de soutien et ce qui m'intéressait et la raison pour laquelle j'ai publié cette analyse, c'est que lorsque l'on prend un graphique hebdomadaire qui part depuis 2015, on peut voir qu'on est dans une tendance haussière magnifique. On peut voir que les cours s'étaient littéralement enflammés en 2019 jusqu'au début 2020 et qu'ils avaient doublé en l'espace de quelques semaines. Là, on a fait un retour à l'envoyeur, un retour sur le point de départ, mais on est de nouveau pile poil sur le bas de ce canal haussier de moyen terme,
Donc je trouvais ici le timing particulièrement attractif, raison pour laquelle j'ai rédigé une stratégie de trading hier avec un achat préconisé à 105,5 me semble-t-il et un objectif ici vers la zone de gap. Vous voyez ici on a un gap gigantesque qui a été laissé ouvert. Ici on a un niveau horizontal que l'on peut tracer avec le plus bas du mois de mars dernier. Et donc j'ai mis un objectif ici à 132 €, juste sous l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts, juste sous le niveau horizontal et dans la zone de gap. Donc voilà, ça me semblait être un bel objectif de plus de 25%. Ensuite, Implenia, autre société suisse, mais là me semble-t-il dans le secteur de la construction, ingénierie et construction, immobilier, construction d'infrastructures et construction industrielle. Donc c'est un titre ici qui est quand même un peu plus accidenté, qui a connu une forte baisse en 2018-2019. Donc ça veut dire que cette société a déjà connu des déboires avant le Covid, donc un peu plus de prudence quand on regarde ce type de graphique. On voit ici qu'il y a une sorte de selling climax. Un selling climax, ce sont des ventes paniques, très certainement une mauvaise annonce le mardi 27 octobre qui a engendré une forte chute avec des volumes historiques, mais depuis, les acheteurs se sont manifestés, il y a beaucoup de volume. Donc ici, j'ai tracé une oblique baissière passant par tous les plus hauts. Oblique baissière qui se confond plus ou moins avec le plus haut des 10 dernières séances. Et donc on a de nouveau ici, comme je vous le montrais tout à l'heure sur Danone, un cluster entre une résistance oblique et une résistance horizontale qui, s'il était dépassé, donnerait un signal haussier permettant un rebond un peu plus ample. Mais pour le moment, ça reste une tendance neutre sur les dernières séances, inscrite dans une tendance baissière de fond. Donc on attendra un signal un peu plus puissant pour pouvoir intervenir dessus. Ensuite, on passe sur une valeur américaine qui nous intéresse chez Zone Bourse puisque elle a de très bonnes notations. JD.com en fait est coté aux États-Unis, mais c'est le numéro 2 chinois de la distribution en ligne de produits grand public. Je vous montre la fiche valeur de cette société sur Zone Bourse. Je rappelle que les fiches valeurs sont complètement gratuites. Pour pouvoir naviguer sur Zone Bourse, il vous suffit d'être membre. Vous avez les cotations, avec les dernières cotations. Vous avez les graphiques, bien évidemment, sur la fiche valeur. Vous avez les dernières actualités. Vous avez les notations, points forts, points faibles. Vous avez un descriptif de la société, de son actionnariat, de ses concurrents. Et puis vous avez l'onglet Finance avec les données estimées. Parfois, ce sont des données FactSet, me semble-t-il. Il y a aussi S&P Global Market Intelligence. Donc ce sont des données agrégées par Zone Bourse. On a des fiches valeurs avec des données sur 95 000 sociétés à travers le monde. C'est aussi pour répondre à certaines personnes qui disaient oui, quand je visite une dizaine de pages sur Zone Bourse, je suis obligé d'être membre. Quand je visite une vingtaine de pages supplémentaires, on me force à être client et à prendre l'abonnement minimum pour avoir accès aux news et aux données. Et je répondais à cette personne, oui, mais Zone Bourse n'est pas une association caritative. Nous mettons à disposition gratuitement pour des personnes qui sont même pas clientes, qui sont juste membres, 95 000 fiches valeurs. Vous vous rendez compte le nombre de données qui sont disponibles et qui sont gratuites ici. Donc bien évidemment, quand vous regardez plus de 30 pages par jour et que vous êtes en quelque sorte un geek, et bien prendre un abonnement à 30 € par mois, c'est pas non plus trop demandé, me semble-t-il, quand on fait de la bourse. Donc voilà pourquoi c'est une superbe société. Les données estimées, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de capi, de résultats nets, etc. pour les années à venir, sont relativement intéressantes, notamment en termes non pas de rentabilité, mais de croissance du chiffre d'affaires. Puisqu'on attend ici plus de 30% de hausse du chiffre d'affaires en 2 ans. Donc voilà, un rouleau compresseur de croissance. Mais pour la petite histoire, on a failli la rentrer dans notre portefeuille investisseur moyen terme. Et à ce moment-là, j'ai préféré quand même Alibaba.
puisque sur Alibaba, on a une attente de plus de 100% de hausse du chiffre d'affaires entre 2020 et 2023. Alibaba, c'est vraiment le rouleau compresseur de la croissance. Et en plus de ça, on attend une amélioration de la marge et du résultat net dans les années à venir. Donc elle va continuer de gagner encore plus d'argent et en plus, elle va progressivement faire augmenter son résultat d'exploitation au fil des ans. Donc voilà pour la petite histoire. Donc JD.com, c'est en fait un exemple de valeur trend following. Le trend following, c'est le suivi de tendance, c'est-à-dire que on va essayer de trouver des actions qui sont dans des rouleaux compresseurs haussiers, qui font des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Et à chaque fois qu'on va avoir une zone de latéralisation, on va tenter de rentrer sur le support avec un stop dessous, ou bien on va attendre une relance haussière avec du volume et une cassure de résistance de court terme pour pouvoir entrer et suivre la valeur par la suite et la garder au chaud dans son portefeuille. Donc là sur JD.com, avec le trou d'air qu'on a fait hier, on est venu très proprement combler un gap ici qui avait été laissé ouvert autour des 83 $. C'est le premier niveau de support. Et le deuxième niveau de support, il est ici au niveau des 80 $, avec la moyenne mobile à 100 périodes qui va arriver en soutien. Donc voilà, genre de titre à surveiller quand on aime les rouleaux compresseurs aux États-Unis, avec une entrée peut-être éventuelle sur les 80 $ si elle connaît une faiblesse. Ensuite, Lena Networks, Service Telematics, c'est une action en Espagne que je ne connaissais pas du tout. Pour tout vous dire, je ne sais même pas ce qu'ils font. C'est un lecteur qui m'en a parlé sur Twitter hier, tout simplement pour donner l'exemple d'un pullback sur une oblique haussière de soutien. Ici, vous avez une belle oblique qui passe par tous les plus bas avec un premier test, un deuxième test, un troisième test, ce qui valide la pertinence de cette oblique. Et vous voyez ici le quatrième test. La valeur, même chose, a vécu une correction appuyée. On a eu une accélération baissière avec une hausse de la volatilité et une hausse des volumes. Et puis on a fait donc une sorte de vente panique, puisque hier on a ouvert avec un gap baissier, on a touché un support, puis on est reparti pleine vitesse. Donc là c'est l'exemple de la pertinence d'une oblique de soutien haussière qui passe par tous les plus bas depuis des mois. Ce qui me plaît aussi énormément, c'est que vous voyez l'accélération haussière qu'on a ici. Elle s'est faite à partir des 5,45 €. On était tranquillement en train de monter. Et là, ce jour-là, 5,45 €, c'est le démarrage des forts volumes et c'est le démarrage d'une accélération haussière. Et bien moi, ce que j'aime bien, c'est que en fait, en revenant ici à 5,45 €, on a retracé 100% de l'impulsion haussière précédente. Donc c'est un peu le retracement de la dernière chance. Dans un mouvement haussier, on aime bien quand une valeur monte, puis retrace 38,2 ou 50% du mouvement précédent, puis continue sa course par la suite. Quand elle retrace 100%, c'est qu'il y avait un petit peu d'eau dans le gaz, qu'on était peut-être allé un peu trop vite, ou bien qu'il y avait de mauvaises annonces. Ici, on a retracé 100%, mais la réaction est sans équivoque. Donc on sait désormais que cette zone de prix, ici autour de 5,50, 6 €, c'est du béton armé. Et que la tendance haussière est sauvée. Ensuite, Palantir. Donc Palantir, c'était un exemple que je voulais prendre de valeur américaine qui se cote en bourse et qui va très haut, très vite, très fort. Ces derniers temps, on en a eu beaucoup. Alors Palantir, c'est très spécial. C'est un spécialiste des plateformes logicielles pour les institutions, avec un segment commercial qui sert des clients travaillant dans des industries non gouvernementales, et puis un segment gouvernemental qui sert en fait les agences de gouvernement fédéral américain et des gouvernements non américains. Donc là voilà, on est dans la protection de données, dans la gestion de données d'organisation. C'est une introduction boursière qui était très attendue aux États-Unis. Elle s'est introduite autour de 10 $. Elle a stabilisé pendant plusieurs semaines et ensuite elle a démarré un Green Light Breakout. Alors qu'est-ce qu'un Green Line Breakout?
je vais vous montrer un article que, si vous ne connaissez pas, qui est très intéressant à lire, aux États-Unis, Green Light Breakout Explain. Donc le concept du Green Line Breakout, si vous voulez, c'est qu'une valeur va s'introduire à un prix, elle va latéraliser pendant un certain temps, et quand elle va casser son plus haut correspondant à son plus haut historique et aussi sa zone d'introduction, c'est le début d'un bull run. Pareil ici, vous voyez un exemple, on cote, hop, on casse les plus hauts historiques, hop, c'est le début. Je vous donne un exemple, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, mais sur une valeur française que j'adore. Donc ici, on a une cassure avec volume du plus haut historique et de la zone correspondant à l'introduction, et ça démarre, puis ça accélère avec volume, puis on s'enflamme. Et là, on peut avoir ce qu'on appelle un petit peu l'euphorie de court terme, c'est-à-dire que sur l'espace de quelques séances, le titre va passer de 16 à 32 $, on va gagner 100% en 4 jours, parce qu'en fait, ici, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse. Ici, les pros rentrent, puis les particuliers s'affolent, et là, tout le monde en parle sur Twitter. Donc c'est là où il faut faire un peu plus attention, où on peut avoir de la volatilité, où on peut avoir des contre-coups un peu violents. Et c'est là où parfois il vaut mieux un peu laisser la poussière retomber si on n'en a pas acheté et qu'on souhaite prendre position, plutôt que d'acheter en pleine poussée haussière et de se prendre un contre-coup dans les dents, parce que si vous prenez ne serait-ce que la consolidation entre vendredi et ce lundi, on a perdu 30% entre les plus hauts et les plus bas. Alors vous me direz, si c'est pour de toute façon continuer par la suite de monter en direction de 50 $, ça va. Je vous répondrai que parfois on n'y monte pas aux 50 $, et que quand on monte ou pas en direction des 50 $, quand on achète une action, on essaye quand même d'affiner son entrée. Ensuite, on va à Amsterdam de nouveau avec une biotech, Pharming Group. Donc là, exemple éducatif. Pharming Group était dans une tendance baissière qu'on pouvait matérialiser avec un beau canal baissier, et donc lorsqu'elle est sortie de son canal baissier, elle a donné un signal haussier, ici, là où j'ai mis le petit 1. Alors pour tout vous dire, je l'ai même vu avant, je l'ai vu quand elle a fait ça. Une belle mèche basse, un beau marteau comme on les aime. Et ensuite, elle a fait quoi? Elle a fait une étoile du matin. Qu'est-ce qu'une étoile du matin? Eh bien, c'est un chandelier baissier suivi d'un marteau avec une longue jambe, suivi d'un avalement haussier puissant. Et ça veut dire point bas. Donc en fait, le premier signal, le premier signe, c'était le marteau. Le deuxième, c'était l'avalement haussier. Le troisième, c'était effectivement cette sortie de canal. Mais on va dire que tout ça constitue un signal de retournement. Ensuite, la valeur se stabilise à plat. Et la semaine dernière, je vous disais, elle stabilise à plat, elle se pose sur MM200 et on verra ce qui se passe par la suite. Et puis la société annonce qu'elle va s'introduire au Nasdaq. Donc on a une accélération, une poussée haussière avec volume. Et là, vous me direz, bah oui, mais moi je ne suis pas forcément devant. Certes. Mais c'est pour ça qu'on a inventé les ordres à seuil de déclenchement. Vous avez une valeur qui est sortie d'une dynamique baissière, qui s'est mis à plat et qui, si elle casse son récent plus haut, ici à 1,09, donnerait un signal haussier. Et si elle casse les indices, elle casse sa moyenne mobile à 200 séances, qui, vous le savez, est une moyenne mobile d'importance que j'aime beaucoup. Donc en fait, en achetant parce qu'on était devant ici dans la poussée haussière, ou sur la cassure des 1,09, ou sur la cassure des indices, avec soit parce qu'on est devant, soit un ordre à seuil de déclenchement, on pouvait gentiment rentrer sur cette valeur sur un signal haussier. Il y a beaucoup trop de gens qui me disent j'étais devant mais j'ai pas surveillé ou j'avais pas placé d'alerte. Vous pouvez placer des alertes sur ProRealTime, vous pouvez surveiller les cours avec votre téléphone, mais plus que d'être devant, plus que d'avoir utilisé ProRealTime, etc., un peu comme les pros, et vous pouvez placer des ordres à seuil de déclenchement. Vous avez une valeur ici qui devait casser les 1,09, vous mettez un ordre d'achat à 1,0950 ou à 1,1050, et puis le soir vous rentrez du travail, elle est à 1,20, vous êtes à l'achat, vous êtes en gain, vous placez votre stop juste sous le support, et puis ensuite vous laissez courir le plus haut possible. Ici l'objectif haussier, c'est de revenir chercher les niveaux précédents, un niveau ici vers 1,27 et le niveau d'après vers 1,39, 1,40. Ensuite, on passe aux valeurs trend following, donc c'est parmi mes valeurs préférées. Equinox.
Equinox, c'est pas que c'est une valeur trend following très puissante, mais j'aime bien sa façon de procéder. En fait, je sais que ça peut paraître particulier, mais sur les marchés, vous avez des valeurs qui font des ranges et qui sortent par le haut d'un range, puis qui refont un range, puis qui sortent par le haut, etc. Elle, Equinox, elle fait quelque chose que j'ai rarement vu. C'est-à-dire qu'après une vague haussière, elle va faire une vague baissière de retracement parfois profonde, puis elle va se caler sous une oblique, et à un moment donné, l'oblique va casser, puis elle va repartir à la hausse. Puis elle va consolider de la même façon en dents de scie, puis elle va casser, elle va repartir à la hausse. Et donc récemment sur Twitter, j'avais dit surveiller la cassure des 6,20. Ensuite, quelques jours plus tard à 6,45, j'avais publié un tweet en disant serait-ce au tour d'Equinox d'aller chercher ses plus hauts annuels et puis hier, elle a accéléré fortement, elle a dépassé ses plus hauts annuels et aujourd'hui, elle est au-dessus de ses plus hauts annuels. Alors hier, j'ai quelqu'un qui me dit quel est l'objectif sur cette valeur? Mais en fait, j'en ai pas. Puisque en trend following, en suivi de tendance, on ne se place pas d'objectif. On essaye d'accompagner la valeur et tant qu'elle fait des plus bas de plus en plus haut, on continue de suivre le dossier. Ce serait bête, enfin ce serait dommage sur une valeur comme McPhee en début d'année qui passe de 4 à 32, de se fixer un objectif à 8, à 12 ou à 16 et de sortir en plein mouvement haussier. Tant qu'une valeur fait des plus bas de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, on essaye de se laisser courir jusqu'à ce qu'à un moment on ait un signal technique baissier. Et bien sur Equinox c'est pareil. Et puis aussi autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'en parle à 6,20, j'en parle à 6,40. Donc hier quand je dis ça y est, Equinox fait un nouveau plus haut annuel, je veux pas dire par là qu'il faut l'acheter. De toute façon, déjà de une, je ne donne pas de conseils comme ça sur Twitter en direct et je dis jamais achetez ci ou achetez ça. Mais souvent, il faut avoir conscience que je fais des suivis d'actions. Equinox, j'en ai parlé à 6,20, j'en ai parlé à 6,40. Donc quand je publie un graphique à 6,80 pour dire qu'elle est bien montée, qu'elle casse ses plus hauts annuels, c'est pas pour dire achetez-en. C'est pour dire ah bah ça y est, elle y est, ah bah ça y est, un objectif est touché, on est content, et puis bah je suis content pour tous ceux qui sont dedans. Et puis ça rappelle aussi à ceux qui ne sont pas dedans qu'on en avait parlé avant, peut-être que pour que la prochaine fois ils s'y intéressent. Donc voilà, toujours dans une optique éducative, je voulais vous montrer cette valeur qui agit d'une façon un peu particulière. Et vous voyez, avec de simples obliques, à chaque fois, on peut détecter des cassures et puis gagner 10 à 20% sur ces différentes cassures. Ensuite, Esker, une des pépites de 2020. Mais vraiment, pépite, et pas que de 2020 en plus. Hein. Ça fait des années qu'elle est en tendance haussière, mais on va dire qu'en 2020, on en a beaucoup parlé ensemble, à 90, 100, 110, 130. Aujourd'hui, elle est à 150. Donc ici, pareil, je vous dis pas d'acheter du Esker maintenant. Simplement, j'ai publié un graphique sur Twitter, ça devait être jeudi dernier, à 120 €, pour dire... surveillez-la parce que là elle est proche de casser une zone de résistance, elle pourrait accélérer. Et hier je postais un tweet pour dire ça y est, Equinox a fait un nouveau record historique et ce matin elle était à 160, donc on a gagné en quelques jours 6%. C'est pas une valeur qui est très rapide, mais voilà, c'est un dossier de qualité, une tendance haussière de fond, une latéralisation à plat, on voit que les plus bas sont de plus en plus hauts, que ça peut accélérer, on tente l'achat avant ou sur cassure, et puis ensuite on peut mettre son stop à 0 ou le stop juste sous son cours d'achat. Résultat, si ça baisse on va perdre 1, 2 ou 3%, et si ça monte on peut tenter de se laisser courir sur un beau dossier. Gossin. Alors Gossin a signé un accord avec Plug Power. Gossin, c'est et de l'autonome d'un côté et de l'hydrogène de l'autre. C'est un superbe dossier. Elle est passée de 1 à 10 € en l'espace de 4 mois. Elle a fait x10. Elle a gagné 900%. Alors je sais que les pourcentages ne veulent pas dire grand chose, mais quand même, quand on parle de près de 1000%, bon, c'est quand même un score honorable. Gossin, en fait, c'est mon regret du mois dernier parce que je la suivais comme beaucoup d'autres valeurs. Mais elle n'était pas très liquide en séance. Elle faisait plein de mèches sur les 6,40. Et bah, j'ai un peu oublié d'en parler en fait. J'aurais bien aimé qu'elle revienne sur les 5,50. Elle l'a pas fait. Résultat, je l'ai laissé partir.
Et puis jeudi 26 novembre, la semaine dernière, je disais, le Gossin est un de mes regrets du mois écoulé. J'aurais dû vous en parler avant. C'est vraiment superbe et il y a des chances, vu la tendance, que ça casse les plus hauts annuels. Et puis lundi, donc il y a eu cette news qui est sortie, qui a engendré une hausse de 25-30% du titre hier. Aujourd'hui, encore un petit peu d'euphorie. Par contre, attention, aujourd'hui, on a ouvert pile poil sur les 10 euros, donc sur un seuil, euh, comment dire, un objectif théorique haussier, un seuil psychologique, et on assiste à des petites prises de bénéfices, qui est totalement légitime après le chemin parcouru. Donc attention pour les retardataires, attention pour ceux qui sont rentrés tardivement. Même une personne qui est rentrée hier à 8 euros et qui gagnait rapidement 20-25% peut se poser la question d'encaisser. Je peux tout à fait concevoir pour des gens qui sont rentrés à 3, à 4, à 5, voire même à 6, qu'ils tiennent la position et qu'ils se disent moi je m'en fiche, je vise 11, 12 ou 15, pourquoi pas. Par contre, pour ceux rentrés tardivement, n'oubliez pas de prendre des pincettes, parfois de prendre un peu de gain, ou en tous les cas de sécuriser vos positions. Vous avez acheté tardivement, vous avez acheté à 8,60 €, et ben c'est pas grave. Vous pouvez mettre votre stop à 8,60 €. Si elle monte, c'est bien. Si elle retombe, vous avez pas de perte, pas de gain, mais pas de perte. Voilà. Donc bravo à tous ceux qui sont dedans. Autre valeur trend following, Guillemot. Guillemot, détenu par la famille Guillemot, qui a des parts dans Ubisoft, dossier haussier, trend following. C'est un super rouleau compresseur. On était posé sur une zone de latéralisation et je vous ai rédigé une analyse le soir du 25 novembre. Le lendemain, elle a ouvert à la hausse, puis elle a accéléré directement pour aller toucher mon objectif qu'elle a atteint et dépassé. Donc, si vous avez acheté et que vous avez gagné 10, 12, 15%, deux choix, 40 choix s'offrent à vous, mais vous pouvez en gros soit couper la position et encaisser, soit couper un tiers, soit couper la moitié, soit pas couper mais votre stop à zéro, ou bien remonter votre stop sous le chandelier d'hier en vous disant comme ça je me valide un gain, ou bien couper la moitié et remonter le stop sur la moitié. Enfin bref, ça dépend de votre style, votre money management. Mais vous voyez le concept, c'est on a une tendance haussière, on a une latéralisation, on était en train de se mettre dans une sorte de triangle avec des plus bas des plus hauts de plus en plus bas, puis une zone horizontale qui tenait. Donc là, fallait surveiller l'éjection en fait, fallait surveiller la reprise de la dynamique haussière. Et c'est comme ça qu'on rentre, hop, et que ensuite on tente de laisser porter le plus longtemps possible. Je vous laisse faire la conclusion par vous-même, mais vous voyez qu'à chaque fois dans cette émission que l'on va dans la catégorie trend following, on est sur des petites, des moyennes ou des grosses valeurs qui sont dans des tendances haussières court, moyen, long terme et qui sont superbes et qui sont plus simples à trader et qui rapportent de meilleurs pourcentages que d'autres dossiers comme du Danone par exemple. Donc c'est bien d'avoir des valeurs du CAC en portefeuille, c'est bien d'avoir du Total à 25 €, de toucher des dividendes, c'est bien d'avoir pourquoi pas du Airbus à 60 ou 70 € si on en a de côté et qu'on veut les garder un certain temps, mais c'est bien aussi d'aller sur des valeurs moyennes qui sont rapides, qui sont qualitatives et qui sont dans des superbes tendances haussières. Autre exemple, Showroom Privé. Showroom Privé qui est magnifique. Showroom Privé, c'est un site qui vend en ligne, dans lequel Carrefour a pris une participation en 2018, qui était en train de baisser depuis des années. Et puis, il y a eu le Covid, il y a eu une augmentation de capital où les actionnaires principaux se sont renforcés, ce qui est plutôt un bon signe lorsque les actionnaires principaux, le PDG, les fondateurs se renforcent. Et puis les gens ont compris par la suite que Showroom Privé c'était de la vente en ligne et qu'avec le Covid ça allait aider. Donc on a donné un beau signal haussier ici à 0,75, puis on a redonné un beau signal haussier ici à 1 €, puis à 1,20 €, puis à 1,50 €. Et je visais deux objectifs majeurs, 1,72 € et 2 €. 1,72 € a été atteint et dépassé. Est-ce qu'on va aller à 2 € ou pas? Pour le moment on est bien lancé pour pouvoir le faire. Simplement, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est remonter les stops. Alors,
À un moment donné, elle était à 1,15 ici, et puis j'ai des gens qui me disaient où est-ce que je peux mettre mon stop, et je disais bah le stop il doit être sous les 0,90, et on me disait bah oui mais ça fait un stop de 20%, c'est énorme. Bah oui certes, mais c'est une valeur volatile. Elle peut passer de 1,52 à 1,30, elle peut perdre 25 cents, soit 15%. Donc il faut des stops à 15 ou 20% sur une valeur qui peut gagner 100% en l'espace de quelques semaines. Il faut que vos stops soit en rapport avec la volatilité du titre. Si le titre est un titre qui gagne 4%, perd 2%, etc., est très lent, très mou, bah vos stops sont serrés. Mais si le titre peut gagner ou perdre 20% avant de repartir, il faut que vos stops soient larges et il faut que vos stops soient sous les supports, sous les niveaux. Parce que j'ai des personnes qui me disent que elles ont appris à mettre des stops et que ça les a sauvées, mais j'ai aussi des personnes qui me disent qu'elles mettent leurs stops et que souvent elles se font stopper dans le redémarrage ou dans un simple repli. Bah, dans ces cas-là, le problème n'est pas de mettre un stop, le problème c'est que vous placez mal vos stops. Vous avez ici une valeur qui fait des plus bas de plus en plus haut. À chaque fois qu'il y a une nouvelle impulsion forte, on peut mettre le stop sous l'impulsion. À chaque fois qu'il y a un repli comme ici à 1,30, ça crée une base de soutien. Donc quand derrière on casse un nouveau plus haut, ça veut dire que ce niveau-là devient support clé, donc le support est en dessous. Ensuite on casse les plus hauts, puis on recasse les plus hauts. Donc là de nouveau ça remonte d'un cran, et ainsi de suite. Donc en théorie, là maintenant vous pourriez à court terme remonter votre stop sous les 1,67 ou sinon à moyen terme, si vous avez envie de vous laisser de la marge, sous les 1,53. Donc pour quelqu'un qui a acheté à 0,75 centimes, avoir un stop à 1,50, c'est se garantir un gain de 100%. Mais c'est aussi se laisser une chance, en cas de stabilisation pendant un certain temps, d'être toujours dedans, parce que le stop est ici, en cas de stabilisation avant redémarrage de la dynamique haussière. C'est aussi pour ça qu'on essaye de soigner les entrées, pour pouvoir mieux placer les stops. C'est aussi pour ça que quand elle a redémarré et qu'elle a cassé plein de fois, bah, j'en ai parlé 20 fois. Maintenant, j'en parle un petit peu moins. Maintenant, j'en parle simplement pour ceux qui sont dedans. Autre dossier magnifique, Somfy, tendance haussière manifeste dans un canal haussier avec une résistance horizontale ici à 135 €. Donc là, voilà, vous avez un exemple de valeur en trend following dans un canal haussier. Deux points nous intéressent. Le premier point, c'est ça, c'est la borne basse du canal vers 125 €. Le deuxième point, c'est celui-ci, les 135 € qui, s'ils étaient cassés, eh bien cela donnerait un nouveau signal d'achat hypothétique en direction des plus hauts à 145, puis en direction du haut de canal à 150. Alors c'est plus lent que showroom privé, ça prend pas 100% en l'espace de 4 semaines, mais c'est agréable de se laisser porter par ce genre de rouleau compresseur haussier. Et bien sûr qu'un jour le canal va casser et qu'elle va se calmer, mais vous avez beaucoup plus de chances, la probabilité de gain sur un dossier haussier est supérieure à la probabilité de gain sur un dossier baissier, et ce sera toujours le cas. Et puis on finira dans les valeurs trend following par Valneva. Alors je l'ai mis dans les trend following parce qu'elle est effectivement dans un trend positif depuis le mois de mai, le mois d'avril-mai, même si c'est un trend following en dents de scie. Ce qui importe, c'est que les plus bas soient de plus en plus hauts. Or, pour le moment, même si les replis sont parfois assez puissants et qu'on retrace presque 100% à chaque fois de la hausse, eh bien c'est comme un amortisseur, un trampoline, on prend appui dessus puis on essaye de s'éjecter le plus fort, le plus vite possible. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette valeur-là? Pour montrer que parfois c'est un peu compliqué, puisqu'on retrace pratiquement à 100% les impulsions précédentes avant de repartir. Autre chose que je voulais vous montrer, c'était que Valneva avait un gap qu'elle avait laissé ouvert ici. Et donc, quand elle a publié le lundi 2 novembre dernier, qu'elle a commencé à chuter, j'ai laissé entendre que le gap à 5,12 pourrait être comblé. Donc on est allé violemment chercher ce gap et on a même fait une mèche basse dessous. Puis on a commencé à repartir à la hausse. Donc là, on pouvait soit acheter le gap avec un stop large, soit attendre que le test se fasse pour rentrer dans les séances suivantes.
Et puis par la suite, le mouvement haussier se reprend. On casse la moyenne mobile à 20 jours avec un beau chandelier ici. Puis on casse l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Donc vous voyez, c'est les différents points d'entrée que vous pouvez avoir pour tenter d'accrocher la chose. Là, on est allé un peu haut, un peu vite, puisqu'en l'espace de 2-3 semaines, on a pris 50%. Donc on a besoin de respirer. En plus de ça, aujourd'hui, comme hier, je disais attention sur les indices. On a un petit peu d'euphorie, on va un peu haut, un peu vite. Donc ne, ne devenez pas euphorique, n'achetez pas à n'importe quel prix. Donc n'achetez pas Valneva par exemple aujourd'hui qui ouvre à plus 5 et qui fait une ouverture égale plus haut. Et là, ce qu'il faut surveiller, c'est un éventuel repli vers une zone de soutien. À 6 euros, ici, vous avez plusieurs tests de ce chiffre rond, plus l'ancienne oblique baissière cassée. Donc pour ceux qui veulent acheter sur repli, eh bien 5,90 €, 6 € est une zone éventuellement à surveiller. Ça fait 21 valeurs, c'est pas mal. Et maintenant, on va sur les dossiers un peu plus exotiques. Valneva Biotech, pourquoi est-ce que je l'ai mise? Parce que c'était à caractère éducatif. Valneva, je voulais publier le 17 novembre dernier, je crois, sur Twitter, pour vous dire attention, cette sortie de triangle pourrait être explosive. 3 jours plus tard, elle a cassé les 3 €. Je disais sur Twitter, on peut aller à 3,30. On a cassé les 3,30, donc je disais derrière, il faut casser les 3,60 pour aller chercher les 4,20 €. Ça, c'était donc le vendredi 20 novembre. Tous les tweets sont disponibles, hein, vous pouvez aller les chercher si vous voulez. Derrière ce chandelier-là où on prend 30%, forcément, ça consolide un petit peu. Et puis, on peut derrière retourner sur le dossier, si on n'est pas déjà dedans. Cassure des 3,60 € avec volume et volatilité. Et l'objectif que j'avais donné était 4,20 €. Hier, on atteint 4,20 € et je dis voilà, vous avez plusieurs possibilités. Soit couper la position parce que vous vous étiez fixé cet objectif qui correspond au plus haut annuel en cours de clôture. Soit alléger, soit garder et viser plus haut. Et là, bien évidemment, comme d'habitude, ceux qui me répondent me disent « Ah bah moi je garde et je vise plus haut parce que je crois dans le dossier et que ça va continuer de monter. » Oui, certes, on peut croire dans le dossier, ça peut continuer de monter, mais on vient quand même de prendre en l'espace de quelques séances et en l'absence de news puissantes, si je puis dire, même s'il y a des espoirs de publication de news d'ici la fin de l'année sur ce dossier, on vient de prendre 60% en l'espace de 10 jours. Donc, à un moment donné, prendre des bénéfices, ça fait du bien. Notamment quand on constate que le CAC 40 atteint les 5006, qu'il est un peu en train de plafonner, etc. Donc je dis pas de tout couper, mais au moins par principe d'en couper un petit bout pour se faire du bien au cerveau, pour que si demain elle retombe en fait vers 3 €, on soit content d'avoir encaissé un peu de son gain, et puis on se laisse une chance sur le solde. Alors attention, encaisser des gains, ça peut n'être que 20%, et on garde 80% de la ligne, donc si elle continue de monter derrière, on est encore bien investi. Mais ça fait du bien au cerveau et ça fait du bien au portefeuille. DBT. Alors DBT, c'est pas un bon dossier. C'est un spécialiste des bornes de recharge électrique. Mais vous l'aurez peut-être vu concernant le marché des bornes de recharge de voitures électriques, eh bien Total est aussi sur le coup et l'État français travaille plus facilement avec Total qu'avec DBT. DBT en plus c'est une valeur qui a été pressurisée par des OCA, des programmes d'obligations convertibles. Simplement, pendant des semaines, j'ai répété attention, n'allez pas dessus, mauvais dossier, valeur OCA, valeur baissière, on est sous MM200. Ensuite, elle a touché MM200 ici, elle est repartie à la baisse. Et là, j'ai dit, DBT ne m'intéressera, et ça, je l'ai dit pendant 3 mois, DBT ne m'intéressera que le jour où elle cassera MM200. Ici, le mardi 17 novembre, j'ai publié mon premier tweet positif de toute l'histoire sur DBT, et j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe, pour la première fois, on est en train de casser MM200, on a des volumes qui sont importants. Les deux objectifs haussiers à court terme sont les 0,18 et les 0,22. On est allé rapidement de 0,16 à 0,18. On a latéralisé gentiment. Puis on a cassé 0,18 hier. Et ce matin, on a fait 0,20,80. Est-ce qu'on aura la puissance ou pas d'aller chercher un 22? J'en sais rien. Mais pour quelqu'un qui patiemment
a attendu l'attaque de MM200, qui s'était placé une alerte, ou encore une fois qui tout simplement s'était placé un ordre d'achat à seuil de déclenchement, eh bien il est rentré à l'achat à 0,1550, et puis aujourd'hui il gagne plus de 20%. Ça reste du mini-titre, ça reste extrêmement volatile. Certains fuiront ce type de dossier, d'autres les apprécient. Moi, je vous invite simplement, quoi que vous tradiez, à le faire avec des règles de bonne séance, à rentrer sur un dossier lorsqu'il est au-dessus, dans la plupart des cas quand il est extrêmement baissier comme ça, lorsqu'il casse sa moyenne mobile à 200 séances, ça veut dire qu'il y a vraiment un changement de rythme. Et c'est là qu'il m'intéresse, il ne m'intéressait pas avant. Ensuite, Enertime. Enertime, je voulais tout simplement vous montrer un graphique de moyen-long terme pour vous montrer qu'on a atteint une zone d'importance. Donc, une fois n'est pas coutume, je ne serai pas très positif là-dessus. C'est un spécialiste des pompes à chaleur. Travaille sur l'efficacité énergétique industrielle, la production décentralisée d'énergie renouvelable. C'est une très belle société. Je suis le patron sur Twitter. Ne me dites pas que je ne suis pas le dossier, que j'ai pas vu les avancées récentes, etc. Simplement, c'était une valeur qui était complètement baissière et pressurisée et bloquée sous les 2 euros. La cassure des 2 euros ici avec un volume historique était vraiment superbe et bravo à tous ceux qui l'ont pris. Simplement, on vient de passer de 2 à 4 en l'espace de 2 semaines. Et on vient d'atteindre une zone de prix d'importance. Quand vous retournez dans le passé, ici, vous voyez qu'il y a un gap ici qui avait été laissé ouvert, qui est très particulier, entre 4,60 et 3,80. On avait un trou de cotation ici entre 3,80 et 4 euros. Donc c'était vraiment pour moi une zone clé. Et c'est pile poil, comme de par hasard, hein, vous me direz, l'analyse technique est parfois bien faite, la zone de prix sur laquelle on s'est arrêté, puisque ici elle a ouvert à plus de 4 euros, elle a clôturé à 4 euros, donc en cours de clôture annuelle, pour l'instant, elle n'a pas été plus haut que les 4 euros. Donc c'est un objectif haussier théorique pour les court-termistes. Hier j'ai quelqu'un qui me dit, moi j'ai eu Enertime à 1,50, je vise 10 euros. Je dis, il n'y a pas de souci, vous avez une entrée magnifique, vous gagnez plus de 100%, vous avez envie de viser long terme, no souci. Mais pour la personne qui est entrée un peu tardivement parce qu'il lit les forums dans lesquels on dit qu'elle va à 10 euros, bah parfois on achète n'importe quand à n'importe quel prix. Donc simplement une petite mise en garde, voilà, on a fait un repli de 4 à 3,30, c'est un support, on est en train de stabiliser dessus. Tant qu'on reste au-dessus des 3,30, c'est positif et j'espère pour vous qu'à moyen terme, il y aura des news qui permettront de casser cette zone des 4, 4,20 et qu'on aille un peu plus haut. Mais là, à court terme, au moment où je vous parle, on était dans une contraction, on en est sorti par le haut, on a fait un mouvement haussier manifeste et on pourrait connaître désormais une latéralisation des cours pendant une semaine ou peut-être 3 mois. Voilà, donc ayez bien conscience du fait qu'en l'absence de news à court terme, on pourrait consolider. Allez, il faut que je finisse. Nanobiotics, je voulais vous la montrer parce que j'avais publié ce graphique sur Twitter. C'est un canal baissier qui part du plus haut de 2014, qui passe par les plus hauts de 2017 et qui passait justement à 14,50. Donc ici, à 14,50, on avait les plus hauts en clôture d'avril 2019. Et donc j'ai publié ce graphique alors qu'elle était à 11 ou 12 pour dire l'objectif haussier théorique c'est 14,50. À ce moment-là, il faudra faire attention. Hier, elle a fait 14,80 au plus haut et boum, il y a eu des prises de bénéfices extrêmement puissantes en séance, un volume historique à la baisse. Aujourd'hui, elle a ouvert, elle a tenté de remonter vers 13,50 puis ça retombe. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque. Voilà, là, ça ne passe pas. Bien évidemment, après plus de 100% de hausse, il y a des vendeurs qui sortent du bois, il y a les acheteurs qui prennent des bénéfices. C'est normal, on est sur le haut d'un canal baissier long terme. Pareil, vous avez du Nanobiotics à 6, 7, 9, vous connaissez le dossier, vous attendez beaucoup de choses de l'introduction au Nasdaq, vous pensez que les prochaines recherches la feront exploser à 20 euros. Il n'y a pas de souci, vous gardez, vous faites votre plan, vous faites ce que vous voulez. Mais pour tous les autres qui connaissent pas le dossier, qui sont rentrés dans la hausse à court terme, qui ont tenté de se laisser porter, etc., faites attention, on a atteint un objectif majeur. Neolife. Alors Neolife, phénomène rare, surtout venant de ma part, une vague de Wolf.
Pour ceux qui ne savent pas, bah, vous taperez sur Twitter, Google, vous taperez Tradosaur vague de Wolf, parce que Trado, qui est un éducateur spécialisé en analyse technique, en parle beaucoup. C'est comme une sorte de figure ouverte, avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, mais une oblique qui passe par tous les plus hauts et qui fait blocus. Donc ici, Neolife, c'est comme Vernier, c'est comme Enertime, c'est une valeur qui s'est nettement reprise, qui est sortie de l'ombre avec des beaux volumes, passé de 20 centimes à 60 centimes. Simplement, loin de moi l'idée de casser l'ambiance, mais on a atteint un objectif majeur hier. Et il se pourrait que ici, comme sur d'autres dossiers, on latéralise un certain temps, voire même on corrige, avant qu'une éventuelle nouvelle annonce ou nouvelle vague spéculative permette de casser les 0,60 et d'aller plus haut. Ensuite, Pierre et Vacances. Je l'ai mis dans les spéculatifs parce que je me demande s'il y a encore grand chose à chiner. Pierre et Vacances, on en avait parlé ici sur rupture d'oblique baissière passant par tous les plus hauts à 11 euros. Elle est passée de 11 à 16, c'était le moyen de gagner 50% en 3 semaines. Elle bloque sous MM200, elle est très dépendante des mesures Covid, et puis surtout, il faut pas oublier que Pierre et Vacances a perdu, je crois que c'est 300 millions sur la dernière période. Les comptes annuels lourdement déficitaires, 336 millions, contre une perte de 33 millions lors de l'exercice précédent. Donc vous voyez, on fait face à une société, certes, qui va reprendre son activité s'il n'y a plus de Covid, mais qui pourrait faire une augmentation de capital, diluer ses actionnaires. Donc peut-être que Pierre et Vacances, si on laisse sortir les gens, va reprendre et faire une jambe haussière supplémentaire. Mais peut-être que si Pierre et Vacances annonce que pour la maintenue de son activité et de ses comptes, bah, elle fait une augmentation de capital, vous vous retrouvez un jour à perdre 20%. Donc je l'ai mis dans les spéculatifs parce que faut que vous soyez conscient quand même que si vous restez là-dessus, même si c'est haussier court terme, qu'il peut tout arriver. Et autant à 11, je trouvais ça sympa de jouer le côté spéculatif. Et si vous en avez à 11, encore une fois, et que vous voulez tenir jusque 20 euros, pas de problème. Mais si vous en avez acheté à 13 ou à 14 en espérant mieux, je sais pas, je serais prudent en tous les cas. Ensuite, Pyxium Vision. Alors, Pyxium Vision, c'est aussi pour vous montrer, tout à l'heure sur NeoN, je vous montrais que je m'étais trompé, hein, je me trompe souvent comme tout le monde. L'important c'est d'avoir raison plus souvent que l'on a tort, puis l'important c'est aussi de gagner 3 fois plus sur un gain que sur une perte. Pyxium Vision, ça fait des années que je lui casse du sucre sur le dos. Alors, j'aimerais aussi dire quelque chose là-dessus. Il y a des gens qui se disent que j'aime bien bâcher des valeurs, que j'aime bien être négatif sur certains dossiers plus que d'autres. Mais en fait, vous n'avez pas compris. Moi, j'ai des centaines de personnes qui m'écrivent tous les jours. Et sur Pyxium Vision, des personnes bloquées qui ont mis les économies d'une famille à 2,50 €, à 2 €, à 1,50 € ou à 1,15 € parce qu'ils ont lu les forums et qu'on leur a dit que ça allait exploser. Bah, j'en ai beaucoup. Et j'ai beaucoup de gens comme ça qui n'ont pas de stop, qui n'ont pas de technique. Alors, il y a certaines personnes qui répondront « Ben oui, mais la bourse, il faut connaître, il faut se renseigner, il faut s'informer, il faut se former. Si vous mettez l'argent du foyer n'importe comment et que vous le perdez, c'est de votre faute. » Oui, enfin certes, mais bon, on peut déjà éviter d'être trop dur avec les gens et puis ça arrive de faire des bêtises. Pyxium Vision, donc comme d'autres valeurs, pourquoi je lui casse du sucre sur le dos jusqu'ici? Parce que justement, j'ai des centaines de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent dessus. Et cette valeur, elle échouait à chaque fois à casser sa moyenne mobile à 200 périodes et elle coinçait tout le monde. Donc à chaque fois qu'elle revenait sur la même 200, de nouveau j'étais baissier. Et récemment, quand elle l'avait fait, je ne l'avais pas vu. Mais, parce qu'il n'y a que les qui ne changent pas d'avis, et parce que parfois, eh bien, il m'arrive de changer mon fusil d'épaule et de noter des critères techniques qui m'intéressent, j'avais noté cette sorte de triple test sur les plus bas. J'avais noté ces gros pics de volume qui avaient été opérés récemment. La pente de la MM200, ici, qui s'était
un petit peu calmé, mais bon, qui arrivait en fait, on avait des cours qui tentaient de remonter une moyenne mobile qui était baissière, et donc on allait avoir potentiellement un croisement intéressant. Et donc, le 20 novembre, ici, j'ai bonne mémoire, hein, vous pouvez retrouver le tweet, le 20 novembre, je disais, étant donné le triple creux, étant donné la configuration actuelle sur Pixium Vision, je ne serais pas étonné que cette fois-ci, elle passe sa moyenne mobile à 200 périodes. Et elle devra casser par la suite les 0,70 et les 0,75. Elle a cassé 0,70, elle a cassé 0,75 hier, elle est posée dessus aujourd'hui. Je trouve pas ça très dynamique et explosif. Ça va peut-être retomber, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il vaut mieux acheter 0,70 que 0,75. Mais il y a du mieux. Il y a du mieux. Vous voyez, on était sur une dynamique clairement baissière. Et là, depuis quelques semaines, on est sur une dynamique plus neutre. Alors, est-ce qu'on va entamer une dynamique haussière directe ou est-ce qu'on va continuer de neutraliser un petit peu ce qui peut arriver souvent lorsqu'on a une valeur extrêmement baissière comme ça, et si c'est le bon moment pour elle de se retourner, ça se fait pas comme ça en quelques semaines. On a un processus de retournement progressif qui se met en place, avec des pullbacks, avec redémarrage, etc. Il faut que la moyenne mobile à 200 périodes se stabilise, voire se retourne. Mais en tous les cas, voilà, pour ceux qui croient en ce dossier, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule parce qu'il faut savoir en trading et en analyse changer son fusil d'épaule, c'est très important. Le but n'est pas d'avoir raison, le but c'est de suivre le marché. On continue. Et là, je passe à la catégorie autre. Donc là, acheter louer, c'est tout simplement pour vous dire faites gaffe. Voilà, parce que acheter louer, c'est ça. C'est une valeur que je connais pour ma part depuis plus de 10 ans. Que j'ai déjà tradé en 2008-2009. C'est une valeur extrêmement spéculative, extrêmement baissière, qui a détruit un très grand nombre de portefeuilles. La particularité de cette action, c'est que pratiquement une fois par an, elle gagne 100%, voire 200%. Et qu'ensuite, elle retrace tout et qu'elle fait des nouveaux plus bas. Donc des coincés là-dessus, j'en ai des centaines. Vous voyez, là, on passe de 0,2 à 0,9, on fait x5, puis on retrace tout. Ici, on passe de 0,2 à 0,3, on prend 50%. Là, 0,150, 0,3, on double. Ici, on quadruple, puis on retrace tout, puis là, ça remonte. Bref, je me méfie énormément de cette société. Oui, il y a des nouveaux investisseurs, oui, il y a un nouveau plan pour la société, mais du cash et des bonnes idées ne font pas une validation de business plan, de réussite de ce dossier, etc. Alors le problème, c'est que quand une valeur comme ça double ou triple sur les forums, tout le monde dit oui, on va aller à 20 centimes ou à 50 centimes, on va faire x10. Il y a tous les anciens qui reviennent et qui disent ouais, je vais pouvoir enfin sortir sans perte. Et du coup, moi, quand je me mets en face et que je dis sur Twitter, faites gaffe de ne pas vous en prendre une grosse, et ben il y a des gens qui disent ah oui, t'es un bâcheur, c'est pas gentil, nanani, tu l'as raté, c'est parce que t'es pas dessus, t'es dégoûté. Non, je suis pas dessus parce que je ne parle pas des actions qui cotent moins de 10 centimes parce que, amicalement, j'appelle ça des daubes. Je ne trade aucune action qui cote sous 10 centimes. Déjà, une action sous 1 euro, c'est une penny stock. Sous 10 centimes, c'est de la penny. Là, on est à 0,06 centimes. Donc, c'est du joujou spéculatif. Donc, que vous vouliez me dire, j'ai mis 200 balles, c'est un joujou spéculatif, je joue un ticket de loto, je veux les garder, pourquoi pas. Maintenant, si vous comptez sur votre argent et que vous êtes assez lourdement investi là-dessus, faites attention, s'il vous plaît. Et je finirai relativement rapidement. De ces RSI, en fait, je voulais juste vous montrer l'exemple d'une cassure suivie d'un pullback. Ici, vous avez une cassure de niveau horizontal. 2 jours plus tard, vous avez le pullback. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas acheté la cassure, souvent, vous pouvez acheter sur le pullback. Vous avez eu la même chose récemment sur Navia. Navia, elle casse les 3,50 €. Le lendemain, elle monte, puis elle revient à 3,50 €. Puis elle casse les 4 €, puis 2 jours plus tard, elle revient tester 4 €. C'est ce qu'on appelle donc un pullback et c'est un moyen d'entrée si on n'est pas rentré. Ensuite, CrossJet, je voulais vous montrer qu'elle était à la croisée des chemins, tendance haussière soutenue par MM20, des plus bas de plus en plus haut, une oblique baissière qui est en train d'être travaillée, une zone horizontale à 3,75-80. Donc là, c'est à la croisée des chemins. Il faut éclater cette zone-là à la hausse pour libérer du potentiel vers les plus hauts annuels à 4,60 €. Qui tout double dans les séances à venir.
Ensuite, Nikon, je trouverai un autre moment pour vous en parler, mais vous la connaissez, c'est une de mes valeurs préférées dans les jeux vidéo, enfin dans les accessoires de jeux vidéo. C'est la valeur où je voulais justement faire référence à la Green Light Breakout, puisque vous voyez, elle a été cotée en mars 2020, elle a végété à plat, puis elle a cassé son cours d'introduction en juillet 2020 et s'en est suivi une belle aventure. Je l'avais rentrée dans ma newsletter. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ma newsletter, vous allez sur nicolaschéron.fr, comme ça vous pouvez vous inscrire à ma newsletter gratuite. La prochaine sera une newsletter 100% kit éducatif. Et donc, vous voyez, Nikon, elle est haussière dans une superbe tendance. Alors après, vous aurez la capacité, le doigté pour constater que c'est une valeur qui parfois fait des mèches basses. Plutôt que de vous dire, ah, elle est dangereuse, elle fait des mèches basses. Tournez ça à votre avantage et dites-vous, ah, si elle refait une mèche basse, je vais en acheter. Donc je vais mettre un ordre d'achat à 7,05 € parce que comme ça, la prochaine fois qu'elle fait un trou d'air, bah, je vais en acheter sur repli. Plutôt que d'acheter à n'importe quel prix, de mettre un stop à 10%, puis de se prendre le stop sur une mèche et de dire, ah, elle est méchante cette valeur, c'est les méchants spéculateurs qui vont chercher les stops des pauvres petits particuliers. Non, les particuliers aussi peuvent faire de l'analyse, peuvent aussi constater qu'on est dans une sorte de belle tendance haussière, mais qu'on achètera plutôt sur le bas de la tendance haussière que sur le haut de la tendance haussière. Ensuite, pour finir, Pharma Simple, valeur belge, qui approche d'une zone de gap, ici à 7,60. Donc pour ceux qui veulent surveiller ce dossier, entre 7,20 et 7,60, on a une zone intéressante de soutien. Simplement, j'ai des investisseurs qui m'ont dit, attention, en 2018, 19, en 2019, il y a eu des ventes de la part du directoire, du PDG, juste avant des communications négatives, donc je n'aime plus ce dossier. Eh bien, merci de m'avoir prévenu. C'est ce qui peut effectivement donner envie de ne pas s'intéresser à un dossier. Donc voilà, j'ai juste donné le niveau technique à surveiller et puis ensuite vous faites ce que vous voulez. Ensuite, The Blockchain Group, ALTBG, spécialisé dans la blockchain, les médias autour de la blockchain ainsi que des applications blockchain et les ICO. Je vous ai dit la semaine dernière que c'était une de mes valeurs fétiches pour 2021. Que je l'attendais sur les 1,20 voire 1,12 voire en dessous. Le prix parfait c'est là, c'est entre 1,12 et 1,15. Et j'espérais en la voyant baisser hier qu'elle retomberait gentiment chercher ma zone d'achat, mais elle ne veut pas. Heureusement, je suis patient. C'est-à-dire que vous voyez ici par exemple, il y a une hausse, une conso, une hausse, puis ensuite on retrace tout. Et ben on peut très bien avoir la même chose. Hausse, baisse, rehausse, vers les plus hauts ou pas les plus hauts, mais ensuite conso. Donc parfois il faut laisser du temps au temps. Donc moi je trouve qu'une entrée optimum dans une optique d'investissement sur ce dossier spéculatif pour du moyen terme se ferait bien sur les 1,15, 1,12. Donc j'attendrai. Si elle n'y vient pas, eh ben c'est pas grave, elle part sans moi, il y en aura d'autres, et si elle y retourne, je sais que ça me procurera une belle entrée. Et puis pour finir avec Vernier, j'en ai parlé hier parce que c'est un peu comme Enertime, un peu comme Neolife, c'est des micro-dossiers très baissiers à long terme qui ont été délaissés pendant très longtemps, qui se sont réveillés récemment avec des volumes historiques, donc rien à dire là-dessus. Oui, c'est des dossiers qui désormais seront suivis. Oui, c'est des dossiers qui sont à la mode et qui sont dans les énergies renouvelables. Et ce sont des dossiers qui peuvent être plus rapides que des Neoen ou des Albioma. Mais, vous en conviendrez, ce sont des valeurs très volatiles qui parfois, suite à des envolées de 2 à 3 semaines, peuvent retracer très fortement. Voilà. Donc si vous me dites, j'ai acheté du Vernier à 0,40, je connais le dossier, je m'en fiche qu'elle gagne 100%, moi je vise 2 €, je vous dis, il n'y a pas de souci. Si vous avez au contraire acheté du Vernier à 60 centimes, que vous avez gagné jusqu'à 40% avant-hier, que vous ne gagnez plus que 15% et que vous avez peur, prenez des gains, coupez en partie votre position, voire coupez-la totalement. Parce que Vernier peut très bien retracer 50% de toute sa hausse précédente avant de consolider, avant peut-être de repartir à la hausse dans quelques semaines ou quelques mois, ou de ne pas repartir. Donc encore une fois,
Soignez vos entrées, n'oubliez pas, n'hésitez pas de prendre des gains de temps en temps. Ici à 0,85, on a eu ce qu'on appelle une ouverture en extrême, donc on a fait un gap haussier significatif, mais suite à ce gap haussier, les gens n'ont fait que vendre. Ça, c'est un chandelier qui donne envie de sortir, qui est suivi par un chandelier qui matérialise ce risque baissier, et aujourd'hui, après 3 chandeliers de baisse, on atteint enfin une zone de soutien. Donc là, on atteint une zone de soutien qu'il faut absolument tenir et à partir de laquelle il faut tenter de relancer pour avoir une chance de maintenir cette dynamique haussière de court terme et de continuer vers les plus hauts, voire de nouveaux plus hauts. Si ce n'est pas le cas, il faudra se faire une raison. Cette valeur vient de pratiquement tripler. Il y a des fonds, des gros qui étaient dedans. Eux, ils sont sortis en grande partie. Il y a eu des volumes de sortie sur les plus hauts qui ont été importants. Les indicateurs ont besoin de souffler. Il y a une divergence sur le RSI avec des cours qui ont fait des nouveaux plus hauts alors que le RSI a fait des plus bas, enfin plus haut, plus bas que le précédent. Donc voilà, moi je l'ai publié hier, je crois, à 0,77 ou 78 pour dire faites gaffe. Ok, c'est bien, énergie renouvelable, beau rebond, nanana. Mais ça peut retracer, donc si vous n'êtes pas bien rentré, ça peut vite revenir à zéro, voire ça peut engendrer des pertes. Voilà, sur ce, j'avais choisi trop de valeurs pour cette émission, donc j'ai fait 1h40 d'émission, mais je pense qu'elle est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite à tous une très bonne séance, une très bonne semaine, et puis je vous dis à très bientôt, soit sur le site Zone Bourse, soit sur Twitter, soit dans ma newsletter. Et eh bien, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.